Thibaut de Saint-Mancard, j'ai 40 ans. On a créé À l'Envie à 3 en 2016. J'étais avec Clément et Guillaume, qui sont deux amis. On était en école de commerce ensemble et on a eu des expériences professionnelles avant de créer À l'Envie dans les secteurs autres. Moi, par exemple, j'ai travaillé chez Sodexo et chez Leroy Merlin. Donc, c'est deux très belles entreprises, mais voilà, qui ne sont pas dans ce secteur du prendre soin. Et Clément et Guillaume ont eux aussi eu leurs expériences. Et c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, tiens, on est à un moment peut-être de notre vie pro où on a envie d'aller vers un projet qui a peut-être plus de sens pour nous. Et là-dessus, on a regardé ce qui se passait dans le secteur du prendre soin, qui est le secteur de l'aide et de l'accompagnement des personnes fragiles, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap. En discutant avec des auxiliaires, des personnes âgées, des aidants familiaux, on a vu qu'il y avait plein de choses à faire. Et ça nous a touchés et on était dans nos vies personnelles respectives aussi très sensibles, pour des raisons différentes d'ailleurs, au sujet. Et quand on s'est retrouvés pour discuter de ce qu'on pouvait faire, ça nous est apparu assez évident qu'il y avait des choses à faire dans ce secteur et qu'on avait envie de les faire. Ce qui a renforcé cette envie, c'était discuter avec les personnes qui font au quotidien, à savoir les auxiliaires. On était hyper touchés par ce métier. C'est des personnes qui sont peu valorisées, qui sont mal payées, qui sont pas très qualifiées parce qu'on considère que leur job c'est de faire quelque chose de simple et c'est de faire des gestes simples. Et voilà, on a même du mal à définir ce qu'est finalement une auxiliaire. On est dans une société où ce qui est mis en avant, c'est le secteur du soin, avec un secteur qui agit, qui guérit, la médecine. Nous, dans le secteur du prendre soin, donc on accompagne. Il y a plein de choses en fait qui sont intangibles, qu'on ne peut pas mesurer, mais qu'on fait. Avant, les personnes finalement vieillissaient chez leurs enfants. Après la guerre, on s'est mis à vivre plus longtemps. L'espérance de vie a augmenté et du coup, il y avait du jour au lendemain quasiment beaucoup de personnes âgées qui ne pouvaient plus vivre chez elles et pour lesquelles il fallait trouver une solution. Donc c'est comme ça que se sont créées plein de maisons de retraite, c'est comme ça qu'on a créé aussi plein de grosses structures d'aide à domicile. On a un peu taylorisé finalement la réponse à ce besoin. On a industrialisé la réponse à ce besoin. C'est-à-dire qu'on s'est dit, les personnes âgées ont besoin de ça, 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 on va faire des métiers en mettant les gens dans les cases un peu. Aujourd'hui, vous êtes aide-soignante, vous avez un cahier des charges très précis. Alors là, je caricature bien évidemment, mais vous n'allez pas faire ce que fait l'infirmière parce que vous n'êtes pas qualifié pour, vous n'allez pas faire ce que fait l'aide ménagère parce que vous n'avez pas à faire ça, c'est un peu dégradant. Là où en fait, quand on y réfléchit, on fait tous le même métier. C'est-à-dire qu'en fait, on va accompagner une personne fragile, une personne qui a besoin d'aide, on va l'aider ou à recouvrer son autonomie s'il s'agit d'un accident, ou à préserver son autonomie si elle est âgée. Et donc pour ça, on va créer du lien. On va créer un lien qui va être singulier, qui va être propre à chaque personne qu'on va accompagner. Quand on est seul avec une personne fragile, qu'elle soit âgée, en situation de handicap, de fait, on a une responsabilité énorme. On doit prendre plein de décisions, pas à la place, mais en concertation, après avoir été à l'écoute. Et donc cette responsabilité, il ne faut pas l'occulter en mettant en place plein de contrôles, en mettant en place un cadre de travail finalement très prescriptif. On a l'impression que pour que le boulot soit bien fait, il faut mettre en place un cahier des charges très précis avec plein de contrôles partout. Mais en fait, ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est plus compliqué que ça. C'est important qu'il n'y ait pas cette différence entre le travail prescrit et le travail réel pour nous. On peut mettre en place des contrôles, on n'est pas anti-contrôle, il y a des bons contrôles à mettre en place, mais des contrôles qui ont du sens et pas des contrôles qui infantilisent. Donc, il y a un moment où il faut reconnaître cette responsabilité. Reconnaître cette responsabilité, c'est créer le cadre de travail qui va faire qu'elles pourront l'exercer le plus sereinement possible. En créant À l'Envie, on s'est pas mal inspiré d'une initiative qui a eu lieu en Hollande et qui s'appelle Boordzorg. Ça veut dire équipe de soins de quartier. C'est Boordzorg qui a quand même théorisé les équipes autonomes. Ils sont 15 000 en Hollande, ils ont fait un truc absolument incroyable. C'est plus une philosophie d'ailleurs qu'un modèle organisationnel clair. Très concrètement, et là je vais parler d'À l'Envie. Chez À l'Envie aujourd'hui, on a 80 auxiliaires d'envie, comme on les appelle, qui sont auxiliaires de vie, qui travaillent par équipe. Entre 6 et 8 personnes par équipe. Et ces auxiliaires, elles vont avoir une partie de leur temps de travail qui va être dédiée à la vie de leur équipe. Elles vont se recruter, elles vont faire un planning, elles vont faire des visites, d'évaluation chez les bénéficiaires, elles vont se réunir, elles vont se former, elles vont passer du temps ensemble. L'idée, c'est que ça soit des groupes qui soient à taille humaine au sein des équipes. Les auxiliaires se connaissent, elles savent très bien les compétences des uns et des autres, elles connaissent les bénéficiaires, elles vont travailler ensemble, elles vont prendre les décisions ensemble. L'idée, c'est pas d'être dans le dogme. L'idée, c'est pas de dire, tiens, ça fait bien, on est une entreprise libérée, c'est à la mode, c'est sympa. Cette organisation de travail, c'est un moyen pour engager les auxiliaires dans la durée, pour bien accompagner les personnes fragiles. C'est vraiment ça, c'est un moyen et pas une fin. On accompagne une personne qui s'appelle Monsieur Martin, par exemple. Voilà, Monsieur Martin, on va l'accompagner pendant 1 an. Un jour, il va avoir
un accident, il va être hospitalisé pendant un mois. Les plannings, entre-temps, ils ont bougé, parce que la vie de l'équipe fait que les plannings bougent en permanence. Et quand M. Martin rentre, on doit réintégrer son accompagnement dans les plannings. Ça, dans une structure classique, il y a un responsable de secteur dans son bureau qui a son logiciel de planning avec plein de cases, plein d'horaires, machin et tout. Et il va jouer un peu à Tetris, il va dire, bon alors là, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Voilà. Donc il va prendre une décision, mais comme ce responsable de secteur, il connaît ni M. Martin, ni les auxiliaires, ni le métier d'auxiliaire, parce qu'il ne l'a pas fait, il y a des chances, ou plutôt des risques, qu'ils ne prennent pas la bonne décision. Là où en fait, l'idée, c'est que la décision, elle soit collective. Si les auxiliaires prennent des décisions simples, elles prennent aussi celles qui sont moins simples, mais pour ce faire, qu'elles soient accompagnées par une personne qui va les éclairer déjà sur le champ des possibles, qui va les éclairer sur le droit du travail de temps en temps, parce qu'évidemment, il ne faut pas s'en affranchir, et qui va aussi, il y a une vraie dimension de confiance à donner. Oui, tu es capable de prendre la décision et je vais t'aider à la prendre. Pour certaines personnes, elles ont été un peu cabossées par la vie, elles n'ont pas fait autant d'études qu'elles le voudraient, et voilà. Et ben, ça veut dire qu'aussi on a pu leur faire passer le message que ben voilà, elles n'étaient pas capables de faire ci ou de faire ça. Elles n'étaient même pas, de temps en temps, pas dignes de faire ci ou de faire ça. Ces personnes-là, du coup, elles arrivent avec un capital de confiance qui est au plus bas. Les auxiliaires, quand elles sont recrutées par leur père, elles disent « Attends, mais moi, je ne vais pas être capable de faire ça parce qu'en fait, on m'a fait comprendre que je n'étais pas capable de faire grand-chose finalement. Donc, je ne vais peut-être pas être capable de faire ce que vous me demandez de faire finalement parce que là, vous me demandez d'être auxiliaire, mais aussi de faire mon planning, de faire… » Et en fait, évidemment qu'elles en sont capables. Les auxiliaires, c'est des personnes comme tout le monde, elles ont une vie perso. Dans leur vie perso, elles ont des enfants, elles ont un budget à gérer, elles ont un appartement. L'enjeu est de leur faire prendre conscience de ça, et ce qui est passionnant d'ailleurs. Je vais vous raconter une histoire parce que nous, avec Alain Envie, on travaille d'une certaine manière, avec une organisation qui promeut l'autonomie. On n'est pas les seuls à faire ça. On a vu assez rapidement qu'il y avait d'autres structures qui s'inspiraient de la même initiative Buurtzorg que nous. Et donc, on s'est mis ensemble pour réfléchir, pour partager nos pratiques. Et on a fini par créer un collectif qui s'appelle le collectif L'Humain d'abord, où on s'est dit, bah, tiens, en fait, là, on commence à avoir un peu de recul sur la chose. Donc, ça nous donne envie de témoigner et de partager ce qu'on vit. Et donc, on a commencé un tour de France. À chaque fois qu'on arrivait quelque part, on disait, voilà, bah, on va faire témoigner des auxiliaires, des managers, des dirigeants de structures à domicile. Et le but de ces journées, c'est pas du tout de convaincre ou autre, de dire, il faut faire ci, c'est la solution à tous les problèmes. Pas du tout, mais c'est plus de témoigner en authenticité de ce qu'on vit. Donc, quand il y a une auxiliaire qui arrive pour témoigner, je ne lui fais aucun brief. Le brief, c'est de raconter les choses telles que tu les vis, telles que tu les ressens. C'est juste après le premier confinement, donc on avait une énorme salle. J'étais venu avec une auxiliaire d'Alain Envie qui s'appelle Lou, qui est chez Alain Envie depuis 5 ans. Elle a dit, voilà, ben moi quand je suis arrivé chez Alain Envie, je savais à peine lire et écrire. Je connaissais le métier. Comme on marche quand même pas mal par messagerie, on doit faire nos plannings, il y a quand même une maîtrise de la langue, des codes, de pas mal de choses à avoir que moi j'avais pas du tout. Au début même j'ai hésité à rester parce que j'avais vraiment peur de ne pas être à la hauteur. Et puis j'ai été intégré parce que quand on arrive en fait chez Alain Envie, ben, on a une marraine ou un parrain, et donc moi j'ai une marraine qui s'appelle Fabienne et qui m'a dit mais si tu es capable, Lou, tu es capable de faire ça, évidemment que tu es capable et tu veux leur montrer. Et donc elle m'a coaché, elle a passé du temps avec moi et peu à peu j'ai pris des responsabilités. Aujourd'hui c'est moi qui fais les plannings de l'équipe. Et donc bah, ce qui est génial c'est que je me suis aussi prouvé à moi-même que je pouvais y arriver. Ce qui était assez incroyable dans ce témoignage, c'est qu'on avait les dirigeants autour qui peut-être avaient des croyances sur ce que pouvaient faire ou pas les auxiliaires. Et il y en a qui pleuraient à moitié. Enfin, c'était vraiment très très émouvant. Et cette histoire, elle résume bien finalement dans quel état d'esprit des auxiliaires peuvent arriver et puis ce qu'elles peuvent faire. Nous, on pense vraiment, et c'est aussi pour ça qu'on a écrit la Société du Lien, qu'on peut changer les choses et on peut changer le monde sans loi et sans moyens supplémentaires. Je m'explique. Nous, en fait, on est dans un secteur qui est le secteur du prendre soin, dans lequel souvent les gens disent « Oh là là, on attend plus de moyens, on attend une loi, on attend plein de choses. » Oui, évidemment que si on a plus de moyens, c'est bien. Que si on a une loi ou en tout cas une réglementation qui répond à un bon sens et qui encadre à bon escient notre activité, c'est bien, c'est mieux. Maintenant, le principe qu'on veut appliquer, c'est le principe de co-responsabilité. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut prendre notre part? C'est vraiment pour ça qu'on a créé le collectif Humain d'abord, parce qu'on avait un peu marre, voilà, des gens qui se morfondent et qui disent, voilà, bah, nous, en fait, on peut rien faire, c'est à l'État de faire. Oui, mais si on raisonne comme ça, on se déresponsabilise aussi. Et on tombe dans un fatalisme qui est pas bon. Il faut continuer à être acteur, évidemment qu'on peut pas, on n'a pas la main sur tout, on peut pas tout faire, mais donc c'est intéressant de se concentrer sur quoi on a la main.
Et quand on se dit ça, on se rend compte qu'on avance sur plein de choses et qu'on peut changer plein de choses sans loi et sans moyens supplémentaires. On veut passer d'une société du quoi et du combien à une société du pourquoi et du comment. Un politique va dire voilà, j'ai une mesure qui va faire ça précisément et qui va chiffrer précisément, et comme ça, voilà, le fait qu'il y ait une mesure, ça va rassurer encore une fois sur le fait que la mesure va résoudre un problème. Je prends l'exemple par exemple des retraites, où là on s'écharpe en ce moment sur l'âge de départ à la retraite. Moi j'ai pas d'opinion arrêtée dessus et je me garderais bien d'en avoir. Après, il y a une question qu'on se pose pas assez, c'est pourquoi finalement les gens sont si pressés de partir à la retraite, et je pense que il y a une partie de la réponse qui est due au fait qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne voient pas forcément du sens au travail, et si elles en avaient plus, elles seraient peut-être un peu moins pressées de partir. Un autre exemple, c'est aussi, on parle souvent du nombre de fonctionnaires qu'il doit y avoir. Alors, on dit, voilà, moi je vais réduire le nombre de fonctionnaires de temps, et il y en a qui disent, moi je vais augmenter le nombre de fonctionnaires de temps. Ok, pourquoi pas. Maintenant, en fait, la question, c'est pas forcément combien il doit y avoir de fonctionnaires, c'est plutôt comment est-ce qu'on a envie de les faire travailler, et pourquoi ils travaillent, c'est quoi leur rôle. Et ça, c'est hyper important. Et donc, un des vrais messages, c'est le quoi et le combien, c'est important. Le pourquoi et le comment, c'est encore plus important.